derrière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Breza, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast 100% biathlon proposé par l'équipe de Biathlon en live. Vous en avez l'habitude, en début de semaine, c'est débrief de la dernière étape de Coupe du Monde et celle-ci avait une saveur particulière car c'était la dernière avant le départ pour Pékin et les Jeux Olympiques d'hiver. Mais avant de tourner les carabines vers l'Asie et ses fameuses médailles d'or, nous allons revenir sur l'étape d'Antols. Les Françaises ont brillé de mille feux avec pas moins de 4 podiums dont une victoire en 3 courses, quand les garçons ont semblé un peu marquer le pas dans le Tyrol italien. Le dossard jaune est toujours solidement accroché sur les épaules de Quentin Fillon-Maillet, mais les Norvégiens semblent bien affûtés après leur impasse allemande de l'étape précédente. Pour débriefer tous ces sujets, à mes côtés, vos chroniqueurs préférés, à commencer par Aurélie. Salut Aurélie, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va bien, je te remercie. Parfait. Monsieur Stat est également présent. Salut Emrico, pleine forme ? En pleine forme, prêt à débriefer ce beau week-end italien. Bon, ça tombe bien. Et puis bien sûr, le patron pour la fin, il est frais après son impasse sur le podcast de Rupolding. Salut Romain, au top physiquement ? Ouais, salut Damien. Ouais, je me sens plutôt bien et je sens que comme les Norvégiens, je suis sur une pente ascendante là. Ouais. Je sens que je vais pas être mauvais sur les jeux là. Ouais, t'es bien affûté. Ouais, bon, parfait, on vérifiera tout ça bien sûr au fil des JO. Au programme aujourd'hui, les résultats du week-end, bien évidemment. Ensuite, honneur aux dames, et oui, les Françaises ont brillé à Antols pour notre plus grand plaisir, et nous reviendrons sur les performances de nos Bleus, sans oublier d'évoquer les nombreuses impasses des leaders du général. D'ailleurs, on évoquera notamment les conséquences de ces impasses sur l'aspect sportif de la Coupe du Monde. On passera ensuite aux hommes, avec quelques mots sur nos leaders, qui ont semblé dans le dur en Italie. Nous évoquerons également le grand retour des Norvégiens, qui semblent affûtés comme jamais, et notamment leur leader, Johannes Bö. On fera un point sur les championnats d'Europe junior qui viennent de s'achever du côté de Pokljuka, avec des breloques plein les poches pour nos Français, et on terminera sur les programmes à venir, avec notamment les championnats d'Europe senior qui débutent à Harbour dès mercredi prochain. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Et on débute donc par les résultats. Emric, on t'écoute. Alors, on va commencer directement par les résultats des individuels. Chez les hommes, c'est Anton Babikov qui s'est imposé avec un joli 20 sur 20, devant Tariebeu et devant son coéquipier Saïd Karimullah Khalili. Côté tricolore, on n'était pas en reste, puisque Simon termine 6ème, Fabien 8ème et Emilien 10ème. Chez les filles, on a eu un doublé, les deux jus. Justine avec le 19 sur 20 qui termine devant Julia. En 3ème position, Mona Brorson. Ensuite, on va continuer sur les courses individuelles. Donc les Mastart, chez les hommes, c'est l'Allemand Benedikt Doll qui s'impose devant Johannes Bö et Sturla Holmlegrid. Les tricolores, on en a 2 dans le top 10 avec Antonin 4ème et Quentin 8ème. La Mastart Dame qui a clôturé le week-end, qui a vu la victoire à domicile de Dorothea Virer devant Dinara Alimbekova et Anaïs Chevalier-Boucher. 2 autres bleus ont terminé dans le top 10, avec Justine Breza Boucher 5ème et Julia Simon 10ème. Et donc on avait aussi au programme des relais, le relais homme qui a vu la victoire avec presque 2 minutes d'avance de la Norvège devant la Russie et l'Allemagne. Les Français qui terminent au pied du podium, 4ème. Et chez les dames, donc victoire également de la Norvège qui s'impose devant la Russie et 3ème la France. Merci Emric. Allez, avant de passer au débrief des dames, d'abord la question habituelle, quelle a été votre course du week-end ? Écoute, on va commencer avec Aurélie, on t'écoute. L'individuel féminin, c'est ma course du week-end parce que c'était un beau podium. Des podiums qu'on aimerait en voir plus souvent. On les attend, ces podiums-là. Et l'individuel n'est pas ma course préférée, ce n'est pas mon format de course préféré, mais là, c'était une belle course.
Ok, merci. Romain? Moi, ça va être le relais homme pour sa fin tragique pour l'équipe de France et surtout pour Eric, mais aussi agréablement surpris par la grosse performance collective des Bleus. Alors, pas que je ne croyais pas en eux, mais ils ont réalisé une sacrée course et clairement, c'était pour moi, c'est un beau relais avec les grosses nations devant, même avec des nations qui ont tourné comme du côté de l'Allemagne. Et non, je trouvais que c'était un beau relais. Un beau relais. Bon, on y reviendra tout au long de ce podcast. Émeric, pour terminer. Moi, je vais choisir le relais femme pour un peu la dramaturgie de la course. Non, avec la Norvège qui revient de loin, la Russie qui termine deuxième avec 3 tours de pénalité. La chute de Charvatova qui peut changer un petit peu le cours des choses, Paula qui fait partie d'un relais inédit, et cette fin au finish de Nanas qui s'impose à photo finish devant l'italienne. Ok, alors là vous me surprenez, après c'est votre choix, on avait 2 mass start sur les 6 courses du week-end, pas une n'a été citée, alors que c'est vrai qu'habituellement c'est un peu la course qu'on attend tous, mais vos arguments sont corrects, donc j'accepte, merci. J'accepte votre choix. On est rassurés. Ok, allez, on passe à la Coupe du Monde. Honneur aux dames, une fois n'est pas coutume. 4 podiums en 3 courses pour les Bleus, dont un magnifique doublé sur l'individuel, Émeric l'a rappelé tout à l'heure. Les filles de l'équipe de France ont régalé ce week-end, et notamment l'une d'entre elles, vainqueur de l'individuel, 3e du relais avec ses coéquipières et 5e de la mass start malgré un 16/20. Justine Brézaboucher est la bleue du week-end, toujours aussi impressionnante sur les skis et apparemment en progression sur le tir. La question que je vais vous poser, est-ce que la Française est sur la voie de la rédemption? De la rédemption, je ne sais pas, c'est un grand mot, mais en tout cas... les 2 dernières étapes ont été quand même positives pour Justine. Pauling sort pas du top 10 avec une 5e place sur le sprint, la victoire sur le relais et la 9e place sur la poursuite. Donc ce week-end à Antols, enfin elle remporte. Justement, on est un peu sur une confirmation oui, à Antols. Ça, après, il y a s'appuie aussi sur sa grande forme à ski. On voit quand même que ses démons sont pas loin sur le relais où il faut mettre 3 pioches sur chaque tir, s'il me semble. C'est vrai. Sur la Master, elle en met 4 à côté et ça lui la prive d'un plus gros résultat. Donc, et on sait qu'il manquait du monde, mais bon, après, les absents ont toujours tort, comme on dit. Mais c'est 2 bonnes semaines positives pour Justine, mais bon, on va rester quand même mesuré mais c'est quand même une belle dynamique pour Justine et on espère que cette dynamique va rester jusqu'au jeu, c'est l'objectif. Mais en tout cas, oui, 2 bonnes semaines pour Justine, il faut le souligner. Ouais, j'ai un peu le même avis. Je pense que c'est vraiment positif, surtout en sachant que c'est les dernières courses avant individuelles et en relais avant les Jeux Olympiques. Je pense qu'elle part sur les Jeux Olympiques avec un plus gros capital confiance. Par contre, il va falloir confirmer, on va dire, sur plusieurs courses, plusieurs étapes. Et est-ce que l'individuel, c'est la course, on l'attendait, elle n'avait pas gagné depuis, vous avez rappelé le chiffre sur Biathlon Live, c'était combien de jours déjà? 776, je crois. Plus de 770. Ouais, donc 2 ans, un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ouais. Est-ce que, si à choisir, est-ce que c'était vraiment... choisir. Après, toute victoire est bonne à prendre, mais sur l'individuel... on sait que ses problèmes sont sur le tir, justement, depuis le début de la saison. Donc, c'est un peu une forme de réponse, quand même, qu'elle a apportée sur cette course-là. Oui, c'est un peu drôle, parce que, oui, on souligne souvent ses problèmes de tir. Mais c'est souvent sur ce format-là, sur l'individuel, qu'elle performe. Elle a remporté l'individuel d'Östersund. C'était sa dernière victoire en décembre 2019, je crois. Elle joue le petit globe aussi, non, je crois. Ouais, et même aussi aux mondiaux, sa seule médaille individuelle, c'est sur ce format-là, c'est sur le 15 km. Donc c'est quand même pas une surprise, mais forcément oui, si on regarde par rapport à son tir, on pourrait plus l'attendre sur le format tel que le sprint. Mais non, finalement, non, mais c'est peut-être que sur l'individuel, elle arrive à peut-être plus poser ses tirs en sachant que la faute coûte vraiment très cher. C'est 1 minute de pénalité. Donc peut-être que là, elle se dit que elle arrive à plus à cadenasser. Oui, puis on l'a vu, elle a pas. Alors, elle avait un très très bon rang de ski aussi sur l'individuel, mais elle n'a pas écrasé
la course comme elle peut l'écraser d'habitude sur les skis. Alors peut-être qu'aussi le fait d'aller si vite lui porte préjudice aussi au moment de tirer sur les courses en confrontation directe. Hein. C'est une question que je pose, hein, on n'a pas forcément la réponse. Mais en tout cas, à la vue de ces résultats, c'est vrai qu'on peut se demander, quoi. Ouais, mais après, elle s'appuie sur cette vitesse à ski qui lui permet souvent de limiter la casse ces derniers temps aussi. Comme sur la Mastart par exemple, là, oui. Avec 4 fautes, clairement. Ça limite la casse, mais souvent son ski sur les courses en confrontation directe lui permet de limiter la casse, mais sur des remontées de la 10e à la 6e place, 5e place, choses comme ça. Pour jouer la victoire, c'est plus compliqué, quoi. Ah, mais souvent une faute d'entrée et elle court après, à chaque fois après la course, quoi. Elle doit à chaque fois refaire l'effort. Là, cette fois-ci, sur la Mastart, c'est bien parce que, alors, elle a fait la faute dès le début, mais ensuite, elle a fait un plein, donc ce qui a pu la remplacer direct devant, ce qui n'était pas le cas avant. Après, ça, c'est les deux bouts, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, après, ouais, faut trouver peut-être l'équilibre qu'elle n'a pas encore au niveau de sa vitesse à ski et son tir. Mais la dynamique est plutôt quand même positive ces derniers temps. Elle est positive et encore un bravo à elle hein, pour cette belle semaine italienne avec cette victoire sur l'individuel. D'autres Françaises sont montées sur la boîte en relais, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure. Mais Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher sont également montées sur le podium. Julia Simon, la 2e place sur l'individuel. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher sur la Mastart de dimanche. La question, c'est laquelle de ces deux performances a le plus retenu votre attention ? Eh ben, moi, je vais choisir Anaïs Chevalier-Boucher. Parce que on savait qu'elle allait faire, elle a fait l'impasse sur le relais et l'individuel. Elle s'est pas mal entraînée, du coup, en vue des JO. Enfin, ils en ont parlé, hein, à la télé. Elle n'est pas restée à rien faire pendant ces jours où elle a pas couru. Et du coup, elle était peut-être un peu en manque de rythme parce que ça faisait, du coup, plus d'une semaine qu'elle avait pas couru sur une vraie course. Et du coup, réussir à aller chercher cette 3e place là sur la Mastart avec la fatigue accumulée et tout, le manque certainement de son enfant. Le dernier tour a dû être très très éprouvant et c'est surtout pour ça en fait que c'est pour moi des deux entre les deux que je choisis Anaïs Chevalier-Boucher pour ce côté mental, aller chercher quand même si c'est difficile physiquement, d'aller chercher mentalement garder cette 3e place. Ouais, je suis d'accord avec Aymeric, surtout en plus si on fait le parallèle avec Denise Herrmann qui n'a pas fait les courses de la semaine auparavant et qui termine 23e avec 3 fautes à plus de 2 minutes. Ouais, c'est... Alors que Anaïs s'est battue, alors que Denise Herrmann, c'est pas non plus n'importe qui, surtout sur les skis, avec un 17 sur 20, normalement ça peut jouer. Pour faire au moins un bon top 10. Mais ouais, je veux mettre aussi Anaïs Chevalier en avant, que on la mettait un peu en retrait, en tout cas sur ce qu'elle pouvait faire sur cette course. C'était Fred Jean qui avait dit ça, avant, que avec le gros programme qu'elle avait eu, ce serait compliqué. Mais finalement, elle a réussi elle a tenu le choc. Surtout, moi j'avais peur qu'elle se mette dans le rouge, à être dans les skis de Thierry Lecoff. Après le tir. Finalement, c'est Thierry Lecoff qui est parti à la faute et Anaïs, elle a quand même fait un 19 sur 20 au tir. Donc, chapeau. Et grosse performance psychologique, on va dire, sur notamment le dernier tir. Elle a tiré très très vite. Elle était éprouvée physiquement. Ça a tenu, quoi. Donc, ça veut dire que si elle arrive à allier les deux, encore une fois, c'est le principe du biathlon, mais si elle arrive à remonter un peu en forme pour les JO, ça peut matcher, quoi, clairement. Ouais, en plus, on sait c'est un peu les montagnes russes, la forme d'Anaïs, depuis un peu le Grand Bornand. Des fois, ça vient. On sait qu'elle peut bien commencer et ça devient difficile à la fin. Mentalement, on sait que c'est aussi difficile le fait d'être loin de sa fille. Elle en parle quand même souvent de ça. Là, va la revoir un peu, je crois, avant les Jeux et elle va faire le plein de bisous, de câlins avec sa petite fille et non, mais un point positif pour Anaïs avant de partir pour les Jeux et aussi pour pas mal de Françaises et dont Julia Simon avec quand même ce beau week-end et cette 2e place sur l'individuel. Justement, donc vous avez plus retenu Aymeric et Romain, Anaïs Chevalier-Boucher que Julia Simon.
Julia Simon, alors fait une belle performance sur l'Indiv notamment. Peut-être qu'aussi là on est plus sur une continuité, c'est-à-dire que Julia a fait des bonnes performances dernièrement. Peut-être que sa Mass Start vous a un petit peu refroidi aussi. Non. Franchement non. Julia fait quand même un très bon week-end. Franchement, ça joue pas à grand-chose entre Vandanis et Julia. Et justement, moi, pour Julia, j'ai envie de pointer ses tirs couchés qui sont vraiment excellents désormais. C'était son gros point faible en ce début d'hiver, et finalement sur cette Mass Start, elle réalise le 10 sur 10. Sur l'individuel, elle a fait le 9 sur 10, il me semble. Ouais, c'est ça. On voit clairement elle dit que c'est une erreur bête en plus sur sa seule faute. Ouais. Oui, sur sa faute, on voit qu'elle part trop vite. C'est la dernière balle, elle part un peu trop vite pour sortir de son tapis. Et non, il y a vraiment une évolution pour Julia, une évolution positive. Alors peut-être qu'elle n'avait pas les jambes ce dimanche sur la Mass Start pour jouer. Après, c'est pas inquiétant. Enfin, elle n'était pas inquiète en tout cas par rapport à ça. Et non, un bon week-end pour Julia aussi, qui part avec plein de bonnes choses vers les Jeux. Merci Romain. Alors on a beaucoup parlé de l'individuel, la Mass Start, troisième course de la semaine chez nos dames. Le relais est donc un nouveau podium pour les Bleus sur ce relais, malgré des compositions qui ont évolué toute la saison. Les Bleus ne sont pas redescendus de la boîte sur cette discipline et peuvent même envisager, ça sent très très bon, Aymeric va nous parler de tout ça, le petit globe de la spécialité. Qu'est-ce que vous retenez de cette course, de ce relais pour les Françaises ? Que du positif. Je trouve que c'est super. On a parlé beaucoup des problèmes des Français. Enfin, le biathlon féminin français a souvent été critiqué, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais c'est vrai que là, elle donne tort à tous leurs détracteurs. Elles sont sur la boîte à chaque fois, qu'importe qui on a mis cette saison, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, comme tu l'as dit. Mais elles ont quand même assuré, et donc du coup, j'espère, donc le petit globe, je ne sais pas s'il est fait, mais Aymeric nous le dira, mais j'espère qu'il sera pour elle. Et j'espère vraiment que la boîte olympique sera pour elle aussi. Ouais, pareil, j'ai beaucoup... depuis le début de la saison, on prend beaucoup de plaisir à voir ces podiums des Françaises. Elles ne sont pas descendues du podium, je crois, de l'hiver. Oui. Ouais, et puis même si on remonte sur la saison dernière, je crois que ça fait une bonne série, là. On doit faire 5 d'affilée. Ouais, il y avait une Olivier Misto, ouais. Ouais. Et surtout, moi, en fait, c'est ce que je voudrais... là où je voudrais en venir, c'est que j'ai énormément maintenant d'attentes sur le relais des JO. Après avoir fait comme ça 5 podiums d'affilée à cheval sur ces 2 saisons-là, voir qu'avec même des compositions inédites, bon, certes, en face, il y avait peut-être pas forcément tout le monde, ça serait une déception qu'elles repartent des JO sans médaille. Ça, c'est... clairement, c'est clair et net. Si elles font pas médaille, c'est qu'elles sont passées à côté de leur course, quoi. C'est une contre-performance parce que c'est certain, comme tu dis, ça fait un moment maintenant qu'on les voit jouer devant en relais. Et c'est vrai que ce serait vraiment une contre-performance décevante si jamais elles revenaient pas avec au moins une médaille d'argent ou de bronze, si ce n'est la victoire. Là, c'est clair. Pour les Jeux Olympiques. Sur les 2-3 dernières saisons, sur les 2 dernières saisons, je pense que leur place en moyenne, c'est quasiment tout le temps un podium. Donc, si elles passent à côté, c'est clair que c'est une contre-performance. Et pour revenir du coup sur la question du classement du globe du relais, elles ont 26 points d'avance sur la Russie, 27 sur la Suède. Sachant qu'il reste qu'un seul relais, il y a de grandes chances que les Françaises remportent le globe du relais. Il est bien placé en plus pour la Coupe des Nations en plus. Oui. La Coupe des Nations, elles sont premières avec presque 200 points d'avance sur la Suède. Ouais, donc c'est déjà... Ce petit globe, les Françaises l'ont déjà eu en 2 fois, ouais. Voilà, le relais, ouais. Récemment je crois la dernière fois, c'était 2012, il me semble, pour les Françaises. Et donc ça date quand même. Mais ce serait, dans mes souvenirs, la 3e fois que les Bleus l'emporteraient. Mais c'est ça. Elles l'ont remporté déjà 3 fois. Ah, 3 fois. Donc l'hiver 2006-2007, 2011-2012 et 2012-2013. Ok. Ouais, donc ça remonte quand même un petit peu. Donc ça serait vraiment une belle perte. Et la Coupe des Nations jamais été fait. Jamais, ouais. Ok. Ouais, moi je voulais dire aussi un mot sur Paula quand même. Paula qui était sur son premier relais en Coupe du Monde et
Sacrée performance quand même, hein, qui s'est pas démonté sur le pas de tir. Et surtout, bah forcément, on retient surtout ça aussi, son dernier tour qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir. Alors certes, il n'y avait pas des foudres de guerre sur la piste, il n'y avait peut-être pas en face d'elle Anna Heuberg, Elvira et compagnie, mais bon, elle a su bien gérer son effort en piste, même si elle-même était peut-être surprise de être aussi performante à la fin. Mais en tout cas, ouais, sacré perf de Paula qui permet aussi à la France de rester bien placée et de bien lancer Anaïs dans la course au podium sur ce relais un peu foufou. Et d'ailleurs, on pourrait même avoir des petits regrets hein, quand on voit qu'on finit non plus pas très loin de la victoire et quand on voit qui gagne en plus. Avec le nombre de tours de pénalité, ouais. Ouais, donc clairement, finalement, on aurait même pu la gagner cette course. On avait, on parlait positivement de Justine. C'est vrai que c'est 3 balles de pioche au coucher et au debout pour Justine sont quand même assez chères. Hein, clairement, vu sa vitesse, on aurait pu jouer un peu mieux. Mais non, en tout cas, c'était le côté quand même positif de ce relais aussi, c'est de voir Paula sur son premier podium de Coupe du Monde. Et non, c'était cool. Bravo, elle Paula. prend, juste pour info, elle prend le relais 5ème, elle le rend 5ème. Elle le prend à 32 secondes, elle le rend à 23. Ouais, donc très très bon relais. Hein. Je crois que c'était sur le relais où la Russie est passée à côté aussi, non? Où la Russe est... Voilà, donc ça aussi, ça a un peu aidé, mais après, bon, ça fait partie de la course, hein. Mais c'est vrai que c'était un relais un peu foufou. Ok, donc les Françaises pourront valider ce petit globe pour le dernier relais de la saison. C'est l'étape aussitôt après la Coupe du Monde en Finlande à Kontiolahti. Allez, on va refermer le passage sur les Françaises. On va parler de la planète biathlon chez les dames en général. 4 biathlètes du top 6 justement de ce général étaient absentes en Italie. La donne a été assez semblable la semaine précédente à Ruhpolding aussi, avec les Norvégiennes absentes hormis Marté et puis les Norvégiens. Ces différentes impasses en vue des JO ne portent-elles pas préjudice à l'intérêt de la Coupe du Monde pour les courses et le classement général? Ça, c'est une question que je voulais vous poser. Et d'une manière générale, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que l'IBU ne devrait pas envisager de supprimer ou déplacer l'étape précédant une grande compétition pour que l'intérêt sportif du biathlon ne soit pas négligé? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, non, pas forcément. Après, on voit bien que la plupart quand même, des nations étaient quand même présentes sur ces étapes de Coupe du Monde. Finalement, c'est 2 nations qui ont fait des impasses, la Suède et la Norvège. Un petit peu la Russie aussi. Oui, sur 1 ou 2 courses, quoi, mais pas complètement, on va dire. Après, on sait que les Norvégiens aussi fait cette impasse parce que on sait que les jeux vont se disputer en altitude et que par rapport aux Français, eux ne vivent pas de telle hauteur, donc forcément aussi il faut que déjà ils habituent leur corps à cela. Et puis les chambres en hypoxie sont interdites en Norvège par rapport à d'autres pays. Ils peuvent pas non plus simuler l'altitude artificiellement. Pyeongchang et Sochi, c'était en altitude? Pyeongchang, oui. Sochi, il me semble Sochi, pas. un peu Sochi, moins. Ouais, non, parce que c'est quasiment au niveau de la mer. C'était en bord de mer, ouais. Après, je sais pas il y si a eu des impasses pourtant, il me semble, à Sochi. Ça remonte un petit peu, mais. Ouais, mais bon, je crois pas qu'il y avait eu de tels débats à l'époque, même si bon, c'était pas diffusé encore en clair, donc il y a peut-être moins de questionnements et tout ça, mais. Non, pour moi non. C'est vrai que c'est dommage peut-être pour le sportif, suspense, de pas avoir toutes les meilleures là ou les meilleures, mais non, pour moi, il n'y a pas de raison d'enlever une étape ou autre. C'est comme ça. Après, ça peut être un peu décevant, mais c'est chacun sa stratégie et faut pas oublier quand même aussi qu'il y a ce serait dommage non plus de retirer une étape. De Coupe du Monde, alors qu'il y a quand même aussi à la fin un gros globe de cristal en jeu. Il faut pas l'oublier non plus. Alors, sans la retirer, je disais la déplacer, sinon la mettre à la fin, ou je sais pas, de trouver une solution pour éviter d'avoir
je sais pas, je trouve que l'intérêt sportif, alors bon, on peut toujours parler du manque de respect ou pas vis-à-vis de la Coupe du Monde, c'est même pas tellement le sujet, parce que comme tu l'as dit Romain, chacun fait sa stratégie comme il l'entend, mais c'est vrai que, je sais pas, ouais, c'est peut-être un petit peu dommage. Bon, je suis le seul à penser ça apparemment, je sais pas. Non, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. Je comprends je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que c'est effectivement dommage. Ça s'est vu pour le relais, par exemple le relais masculin, pour prendre que celui-là. C'est vrai qu'il manquait Quentin, il manquait Emilien. Il y a pas que les Norvégiens et les Suédois qui font des impasses aussi. Il manquait Doll qui était gagnant la veille. Il manquait Samuelsson. Il manquait quand même des gros noms. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est vrai que ça, je vais pas dire que ça dégrade un peu le général, mais ça, un petit peu quand même, on va dire. Je me dis que si les athlètes ils préfèrent, ils ont plus de prestige à jouer les Jeux Olympiques que jouer le gros globe, puisque c'est que les 4 ans, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Il y a peut-être aussi un peu une forme de frustration, hein. L'année 2020, la saison c'est pas fini. L'année dernière tout était à huis clos, là cette année ça repart un peu à huis clos, et puis on a aussi ces impasses. Peut-être que c'est un ensemble de choses aussi qui fait que, parce que ça grogne un petit peu, hein. Bon, moi je vous pose la question, c'est un peu mon avis aussi, mais on le voit, les spectateurs grognent un petit peu, quoi. C'est un petit peu dommage, mais. Bon, après, il y en a qui sont quand même contents que les Norvégiens fassent l'impasse pour que les Français prennent de l'avance au général aussi. Oui, non, oui. c'est sûr. Et puis encore une fois, parce que le débat se passera forcément sur si jamais Quentin va jusqu'au bout, on va en parler tout à l'heure. Non, pour moi c'est un non-débat pour moi. Mais pour moi non, parce que c'est un non-débat parce que de toute façon personne n'a obligé ces gens-là à faire la passe. Et aussi parce que Covidé. Et aussi parce que Quentin était en tête du général avant même qu'il fasse la passe aussi. Donc pour moi il y a pas alors certes c'est sûr qu'aussi après Tariebeu finit à 30 points de Quentin à la fin de la saison, on pourrait se dire ah oui peut-être oui, mais Quentin avait quand même les rênes du général avant même que les Norvégiens fassent l'impasse. Donc pour moi j'ai pas envie que ça enlève du crédit au futur peut-être succès de Quentin ou d'Emilien au général de la Coupe du Monde. Mais tu penses pas que le débat se fera plutôt si jamais les Français qui n'ont pas fait d'impasse ne réussissent pas leurs Jeux Olympiques. Forcément ça va. Ceux qui ont fait des impasses, le débat se fera là. Il sera là où on dira que c'est pas juste, qu'ils ont profité des impasses pour être plus reposés ou mieux préparés pour les Jeux Olympiques par rapport aux Français. Après, oui. Après, il y a certains, Après, personne n'interdisait aux Français de faire des impasses non plus. Après, c'est des objectifs de saison et d'entraînement qui sont différents. Ouais, voilà, après, là, comme je disais, chacun fait sa propre stratégie. On sait depuis le début de saison que les Norvégiens visent les Jeux à 100%. Ils sortent d'une dernière saison exceptionnelle où ils ont tout gagné. Donc clairement, leur objectif c'est ça. Hein. Ils ont rien à perdre entre guillemets sur la Coupe du Monde. Il n'y a pas de championnat du monde en plus. Les premiers résultats, on va en parler c'est les messieurs. En plus, c'est vrai que les premières performances ont l'air de leur donner raison, quand même, sur cette impasse-là. Donc bon, allez, on va clôturer le sujet. On aura largement le temps d'en reparler. On va rester chez les dames. Alim Bekava, la Bélarusse, elle avait un gros coup à jouer au général en l'absence d'Elvira Heuberg et de Martolsbu. Elle a repris la deuxième place du général, certes, mais elle n'a pas vraiment recollé à la norvégienne. Donc du coup, malgré son absence, est-ce que Roysland est la grande gagnante de la semaine à Antols? De toute façon, elle l'était, même sans que... peu importe les résultats, Holzbu était la grande gagnante de cette semaine. Pour moi, elle a rien gagné, elle a rien perdu sur cette semaine à Antols. Pour moi, il n'y a pas de... Okay. Elle avait tellement d'avance qu'en fait, n'importe qui prenait des points, ça changeait pas grand-chose, on va dire. En plus, oui, bien. C'est sûr que... Oui, vas-y Romain, vas-y. Oui, du côté gagnante, on peut dire que oui, Alim Bekava est quand même très régulière sur la saison et que malgré son rapprochement, elle va perdre des gros points sur Holzbu à la fin de saison, à part si après a fait des courses moyennes sur Mars, mais alors que maintenant Holzbu ne va perdre aucun point. Donc clairement, oui, là, c'est quand même un positif ce week-end pour Holzbu qui a pu préparer sereinement ces Jeux Olympiques, mais bon, il n'y a pas de grosse différence au final sur ce classement de la Coupe du Monde. Elvira Heuberg aurait été là, ça aurait peut-être été différent, mais oui, forcément.
forcément. Bon bah écoutez, chers auditeurs, j'enterre définitivement ma théorie de la remontée Bélarus. Ah bah après on sait pas comment ça peut se finir. Non mais ça fait 3 semaines. Non mais ça fait 3 semaines que je tanne tout le monde avec ça, donc je dois me résoudre. Voilà, j'assume. Mais non, on n'est pas à l'abri du Covid quand même. De remonter. Voilà. Oui, allez, un petit coup de Covid pour me donner raison. Non, je ne souhaite pas, évidemment. Par contre, une autre grande gagnante de cette semaine italienne, elle était à domicile, c'est Dorothea Virer, 5e de individuel, vainqueur de la Mastart. Elle a prouvé qu'il fallait toujours compter sur elle. Est-ce que vous pensez que la Doro version 2022 a retrouvé son meilleur niveau ? Moi, je suis pas convaincu. Alors, si je vous pose cette question, c'est qu'aussi il y a eu quelques bons résultats depuis la reprise en janvier. Ouais, il y a eu des bons résultats, mais je suis pas convaincu. Enfin, alors, non, je pense pas qu'on a retrouvé son meilleur niveau. Si c'est clairement pour répondre à la question, non. Parce que, alors, sur la Mastart, sur le week-end entier, elle profite déjà de l'absence de 3 des 4 meilleurs biathlètes depuis le début de l'hiver. Et en plus de ça, quand tu regardes statistiquement, dans ces chiffres, elle est pas... Oui, sur la Mastart, tu vas me dire, elle a fait un tour où elle a réussi à tenir Justine. Elle fait le 2e ou 3e temps de ski, il me semble. Mais elle fait plus de fautes qu'à son habitude. Et après sur les JO, elle va arriver à son meilleur niveau de la saison, certainement. Mais moi, j'ai clairement pas l'impression d'avoir retrouvé la Doro d'il y a 2-3 ans quand elle avait remporté de coup sur coup le général. Je pense que c'est un trompe-l'œil, en fait, ce week-end. Puis surtout, le fait qu'elle soit à domicile, ça leur rajoutait un peu de puissance, un peu d'âme à ses courses. Mais je pense que c'est en trompe-l'œil, il faut pas s'attendre à la revoir sur le devant des courses sur tout l'hiver, quoi. Enfin, c'est une embellie en vue des JO, mais c'est pas le retour de la Doro de 2018, 2019 et début 2000. Ok. Avant de fermer la page féminine, Aymeric, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le classement général de ces dames ? Ouais, pas de souci. Alors, chez les dames, Marthe toujours première, 651 points vu qu'elle n'a pas couru, donc elle n'en perd pas au futur général en enlevant les 2 plus mauvais résultats. Dinara Limbekova donc passe devant Elvira Oeberg qui elle a fait l'impasse. La Biélorusse compte 589 points, mais si on enlève les 2 plus mauvais résultats, du coup elle repasse derrière la Suédoise, ce qui ferait Marthe 651, Elvira 563 et Dinara Limbekova 537. Et côté tricolore, il y a un beau tir groupé de nos françaises. Par rapport à la fin du week-end dernier, Justine a gagné 4 places, elle est passée 7e. Après on a Anaïs Chevalier, donc 9e qui perd une place, Nanas 10e, elle perd 3 places, Julia elle en gagne une, elle passe 12e, Chloé elle en gagne 6, elle remonte 23e, et Caroline donc qui était pas là, elle perd 6 places, et Paula elle perd quelques places, mais elle a marqué un point. Un petit point de plus pour Paula cette semaine. Ok, merci Aymeric. Allez, on passe aux hommes, à la Coupe du Monde hommes, en parlant bien évidemment des Bleus pour commencer. Semaine très moyenne pour Quentin Fillon-Maillet qui a semblé un peu usé mentalement, que ce soit sur l'individuel ou la Mastart, malgré une forme physique qui semble stable. Faut-il quand même s'inquiéter pour la suite de la saison et le gain du gros globe ? Non, il a quand même toujours une belle avance au général, Quentin. Certes, c'est pas d'excellents résultats pour Quentin cette semaine, la semaine dernière à Antols, mais il a quand même limité la casse malgré pas un bon week-end, faut le dire, surtout au niveau du tir, 5 fautes sur l'individuel, 6 sur la Mastart, et pourtant il fait quand même 8ème, clairement sauvé par son temps de ski. Non, pour moi je suis pas forcément inquiet. Après c'est vrai que c'est une découverte pour lui, Alors de jouer le général, pour lui il l'avait déjà fait, mais de porter le dossard jaune et d'aller jusqu'au bout, c'est une première. Et on va découvrir comment va s'en sortir Quentin. Après c'est sûr qu'il va pas falloir trop trembler, parce qu'on voit bien que les Norvégiens sont sur une pente ascendante. Ils vont peut-être le rester après jusqu'à la fin de saison, mais clairement Quentin a quand même toutes les cartes en main pour aller chercher ce gros globe de cristal, et je suis pour le moment toujours très optimiste quant à ses chances de l'avoir. Ouais, il a encore 100... Enfin, on y reviendra après sur le général, mais il a de la marge encore même sur Tarrier, premier norvégien. Mais pas inquiet, mais c'est vrai qu'on a vu les premiers signes de fébrilité de Quentin. Jusqu'à maintenant, on était là
tout le temps, moi le premier à dire il est infaillible sur ses tirs debout, il y a rien qui le perturbe. Eh ben pas manqué. Et en début de saison quand même, on avait eu quelques. Le début de saison, c'était le temps qu'il rentre dans la saison. On le sait qu'il a besoin de course. Lancer la machine. Là, on a vu quand même des premiers signes un peu de. S'il était friable au tir, quoi. Alors, c'est jamais arrivé depuis qu'il est en forme, depuis qu'il a lancé la machine, c'est jamais arrivé encore. Et là, c'est pas inquiétant, mais des premiers signes de fébrilité à surveiller, ouais. C'est un peu dommage que ça arrive juste avant les JO, par contre. Ouais, j'allais le dire. Je trouve que c'est un peu dommage de partir de cette étape italienne juste avant les Jeux avec des petits signes de fébrilité ou un petit déficit de confiance, on va dire. Ça aurait été mieux d'arrêter la semaine dernière. Il aurait dû faire l'impasse, en fait. Ma question, je vous rappelle, c'est pour le gain du gros globe, c'est pas pour les Jeux Olympiques. Alors. Oui, je sais bien, mais des bons Jeux Olympiques peuvent faire une bonne fin de saison aussi, on va dire. Si tu veux, s'il repart content des Jeux Olympiques. Pour se rassurer un peu, il y a quand même deux faits qui sont importants. Déjà, il reste plus que 7 courses individuelles. Donc, Emeric a rappelé la marge qu'il avait. Il va nous rappeler le classement général dans quelques secondes. 7 courses avec la marge qu'il a, ça lui laisse un petit coussin quand même de secours. Et puis il y a autre chose, c'est que il l'a dit en interview, on a vu ses temps de ski sont bons. C'est sur le tir, il a parlé un peu du dur mental, mais dû aussi à son statut de dossard jaune. Il a fait la comparaison avec Martin Fourcade justement, qui devait assumer tout ça, où les passages en interview sont plus longs, la récup est plus courte ou plus tard. Enfin, il fait quand même 11 fautes en 2 courses. Ouais, voilà, mais sauf que là, il va quand même avoir une semaine sans compétition, ce qui ne lui est pas arrivé depuis la reprise début janvier. Donc avant de partir pour Pékin, même 2 semaines, on peut dire. Après, la première course, c'est le 5. Ouais, c'est le 5. S'il fait partie du relais. 2 semaines, oui. Bon, ça, on en parlera des JO un peu plus tard, mais ça, il y a des chances qu'il fasse partie du relais. Mais voilà, il y a quand même des circonstances qui font que sur les inquiétudes que vous avez aujourd'hui, tout ça peut se résorber quand même en 2 semaines sans compétition, avec un petit peu de repos, quoi. Surtout en fait, les problèmes de Quentin, il le dit, tu l'as dit, Damien, c'est au niveau mental. Et ce mental, c'est surtout lié au dossard jaune. Pas lié, et donc ça n'a pas de rapport en soi avec les Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis pas forcément inquiet, en fait. Là, ça va être une toute autre compétition. Il y aura vraiment, l'envie sera là, la fraîcheur sera là aussi, je pense. Et c'est ensuite, après, par contre, on verra comment il va revenir sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y aura forcément le facteur jeu qui aura une incidence de comment seront passées cette quinzaine olympique. Mais pour moi, c'est pour ça que je suis pas forcément inquiet de ce qui va se passer pour Quentin dans quelques jours, parce que cette fatigue mentale est surtout liée à cette position de leader du général de la Coupe du Monde. Et voilà, je préfère qu'il soit dans cet état-là au niveau mental que physique. Là, j'aurais été plus inquiété. Comme pour Emilien, où c'est un peu plus problématique, on va dire, on se pose quand même pas mal de questions. Voilà, donc. Bon, on est d'accord, on se pose pas la question de savoir si Quentin doit faire l'impasse sur les Jeux Olympiques. Non. Non. Oh non. Ok, pas de souci. Tiens, justement, Emeric, si tu peux nous rappeler le classement général chez ces messieurs. Ouais, donc Quentin toujours premier, 636 points, devant Emilien. Donc qui est passé 2e avec 501 points, et Tariebeu 3e, nouveau 3e avec 486 points. Si on retire donc les 2 plus mauvais résultats, donc Quentin perd 30 points, il en a 606 désormais. Emilien, toujours 501, on lui retire 0 points, quoi. Et Tarier également, donc ce qui fait que Quentin a 120 points d'avance sur Tarier et 105 sur Emilien. Ok. 2 victoires d'avance, quoi. Ok, merci. Sur le norvégien. Ouais, c'est ça. Allez, tu en parlais, Robin, tout à l'heure, d'Emilien Jacquelin, justement. On le pressentait. Mais Emilien Jacquelin vite baissé pavillon sur la semaine italienne en se retirant après l'individuel pour aller se reposer un peu mentalement et physiquement pour son gros objectif de la saison qu'il annonce depuis le début, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Comprenez-vous ce choix, et surtout, n'aurait-il pas fallu le mettre au repos pour toute la semaine, vu les signes inquiétants qu'il donnait depuis le début de l'année 2022 ? Je vous écoute.
Oui, moi je comprends le choix qu'il ait fait l'impasse. Après, je comprends pas forcément le fait qu'il ait couru le 20 km. Ouais. C'est quand même étonnant. Après, bon, évidemment, je suis pas dans le staff. Je pense qu'ils savent mieux que moi ce qu'il doit faire. Mais je trouve ça étonnant parce que déjà Emilien avait déjà envoyé des signaux quand même depuis quelques jours, quelques semaines, comme quoi il était pas en forme. Sur la piste et en dehors, ouais. Voilà, exactement. Et en plus le 20 km, c'est l'effort le plus long du biathlon, le plus dur, je présume. En plus, Emilien, il avait quelque chose à jouer sur la Mastart. Il était leader de la spécialité après sa victoire au Grand Bornand. Donc finalement, c'est un peu une double peine pour Emilien ce week-end à Rantholz parce que il a fait une course difficile sur l'individuel où il prend cher sur les skis et finalement et après il se prive sur la Mastart du globe de la spécialité en fin de saison. Donc c'est un peu bizarre ce week-end. Je comprends pas trop la tactique. Ouais, mais tu penses pas que c'est justement la méforme c'était le test de l'individuel, la contre-performance ou la méforme de l'individuel qui a conclu aux impasses le reste de la semaine. Il aurait fait un bel individuel, il serait resté toute la semaine. Si tu veux. Mais ça fait quand même un petit moment quand même qu'il traîne sa peine sur les courses, Emilien. Ouais. D'accord, mais bon, il y aurait on aurait commencé l'étape par la Mastart. Je pense qu'il aurait joué la Mastart. Ah bah oui. Là, je pense qu'ils ont testé sur l'individuel, et là ils se sont rendus compte que ça va vraiment plus, et donc ils l'ont mis regarde Anaïs, elle a fait l'option opposée. Ah mais peut-être que là il s'attendait vraiment à être, il s'attendait pas à être en méforme comme ça. Ah quand même. Enfin, le Romain l'a dit. Enfin, il y a la semaine précédente, la semaine encore avant, il y a eu quelques signes là quand même. Mais même lui, enfin, il l'a dit en interview au moins 10 fois quoi qu'il y avait un souci quoi. Bah ouais, mais bon, il a un classement général aussi à tenir. Je pense qu'il a une position qui est pas évidente pour faire une impasse non plus. Je pense que ça a été un peu la solution de dernier recours en fait. Ils se sont rendus compte c'était jeudi ou vendredi que là ça allait vraiment plus. Ouais, c'est une solution d'urgence et donc il n'y a pas forcément d'anticipation. Après, les Norvégiens et les Suédois se posent pas la question. Si on veut aller jusque là, après c'est des managements qui sont différents, mais. Non, mais eux, c'était prévu dès la fin de saison de la saison dernière. Si tu veux, c'était prévu. Les impasses, elles étaient déjà planifiées. Ouais. C'est un autre objectif. C'est pas des enfin, à la rigueur, peut-être pour Johannes, c'est un peu différent, mais c'est vrai ou Tyrrell, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais leurs impasses, si tu veux, elles étaient déjà dans le calendrier. Mais Tyrrell, Tyrrell, c'était un peu pareil. Elle est venue, c'était au Grand Bornand, elle a fait une course, pas trop mal, et puis elle est rentrée chez elle. Oui, Rupenig aussi. Elle était malade, je crois. Ah, pas au Grand Bornand, je crois pas. Si. Elle était tombée malade après à Noël. Ouais, elle est tombée malade, mais elle avait fait un sprint où elle était en 7e ou 9e place. Elle était dans le top 10, il me semble. Mais bon, elle n'était pas contente de sa forme à ski, donc du coup, elle est rentrée chez elle. Mais après, je sais pas comment se passe, comme tu dis, le management entre les équipes où les athlètes ont peut-être plus voix au chapitre dans certaines équipes que dans d'autres. Ou dans d'autres, c'est peut-être plutôt les coachs qui gèrent tout ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Mais bon. Ok, bon. En tout cas, on espère qu'il se remettra bien pour la quinzaine olympique, Emilien Jacquelin. Donc voilà, affaire à suivre. Avant de conclure sur les Bleus, un petit mot sur le relais de dimanche. Malgré l'absence de ces deux leaders, le quatuor tricolore a fait bonne impression. Qu'est-ce que vous retenez plus de ce relais achevé à la 4e place, le duel Fabien Claude, Antonin Guigona qui continue, ou aussi malheureusement le dernier tour un peu compliqué du pauvre Éric Perrault. J'ai comme l'impression que le duel entre Fabien et Antonin, il se fait surtout. Enfin, la question elle se pose surtout dans les médias, mais j'ai l'impression que l'équipe de France, l'encadrement, ils ont pris leur décision, je sais pas. J'ai eu ce ressenti là après les interviews de la course d'hier, enfin du relais quoi. Antonin l'a dit que pour l'instant il est remplaçant. Ouais. Et puis Fabien il le dit, ils m'ont encore testé ils m'ont encore mis premier relayeur. Il a fait tous les relais en première place de la saison, Fabien. J'ai l'impression qu'on a quasiment la compo qui est terminée. Là, Anto, malheureux. Enfin,
Moi, j'étais plus confiant avec Anto en premier relayeur, mais du coup, j'ai bien l'impression que là, c'est parti pour... Enfin, c'est quasiment fait pour moi. Oui, sinon... Fabien, ça sera le premier relayeur. De toute façon, sinon, s'ils avaient voulu tester Antonin, ils l'auraient mis premier. Hein. Oui, ouais. Bah, voilà. Hein. Donc, non, là, je pense que c'est le duel est terminé et la question se pose toujours dans les médias parce que faut parler déjà. Au moins, ça fait un sujet de discussion. Mais je pense que la question, elle est close au sein du clan tricolore. Hein. Moi, j'ai pas vu les interviews d'après-course, donc je peux pas en dire. Par contre, moi, je suis quand même team Antonin. Je trouve qu'il est excellent au relais et j'adore Fabien. Hein, c'est rien contre Fabien, mais c'est vrai que j'aimerais voir Antonin au relais olympique. Bah, d'une manière générale, c'est un peu l'opinion qu'on a ici sur Antonin Guigonard en premier. Hein, il a un côté rassurant, mais peut-être que c'est surtout nous qui on s'est mis dans la tête qu'on serait plus rassurés. Donc forcément, sur un relais olympique, on va être en stress devant nos écrans. Donc voilà, après, de toute façon, c'est le résultat qui donnera la réponse à tout ça. Hein. Il y a un choix qui a été fait, un choix de staff, encore une fois. Et Fabien a fait un bon relais, de toute façon, en plus, dimanche. Donc, oui, là, c'est sûr qu'il a il a fait son meilleur relais de la saison. Clairement. C'est ça. Après, on verra quand ça va se passer aussi sur place. On le sait, les conditions seront assez drastiques, les tests vont se multiplier. Donc, tout peut être remis en cause. Évidemment, on ne souhaite pas à Fabien Claude de sortir sur un problème médical, mais tout ça pour dire que les cartes peuvent être aussi pas mal rebattues à l'insu de la volonté du staff. Romain, je crois que tu voulais dire un petit mot sur Eric Perrault quand même. Ah ouais, moi j'avais du coup choisi pour Eric. Alors c'était pas forcément que pour son dernier tour, mais aussi pour l'ensemble de son relais et surtout aussi son tir debout qui était assez exceptionnel. J'avais les cœurs dans les yeux. Ah, c'était franchement incroyable. Il avait pas le choix et du coup, je pense qu'il s'est dit, de toute façon, faut pas que je tremble. Enfin, faut pas que je reste trop longtemps sur le pâtière, sinon je risque de peut-être d'y rester, de planter la tente et d'utiliser pas mal de balles de pioche. Donc allez, j'y vais, je tire à fond. Je me pose pas de questions et ça a vachement bien marché. Et voilà, ça prouve que ce petit Eric a quand même quelque chose de pas mal. Mais c'est vrai que ce dernier tour c'est frustrant, c'est décevant pour lui. Et franchement, j'étais peiné de le voir comme ça là dans cet état. On l'était tous. Voilà, il a donné son maximum. Il n'y a pas de regret à avoir de toute façon. Par rapport à ça, évidemment, c'est sûr qu'on était deuxième et qu'on soit peut-être déjà sur le podium, même oui, c'est même sûr. Et c'est chaud de partir en dernier relayeur. C'est ça, il a assumé parfaitement son rôle. C'est un rôle de leader. C'était compliqué. C'est dur. Il a assumé parfaitement son rôle. Donc franchement, chapeau. Et non, mais c'est le métier qui rentre aussi pour Eric. Et c'est là, c'est vraiment une très bonne expérience pour lui là. Je pense qu'aujourd'hui là, c'est impossible de l'en vouloir. L'individuel de jeudi l'a un peu cramé aussi, peut-être. Mais comme pour Paula en fait, aussi Paula. Enfin, ils ont terminé à tous les deux à plus de 5 minutes, je crois, en temps de ski. 5,50 même, je crois, Eric. Ouais, donc ils étaient, ils l'ont dit que le format là, il était peut-être pas encore taillé pour une aussi longue distance. Mais en tout cas, les deux petits jeunes ont fait le boulot sur les relais et c'est de belles promesses pour l'avenir et ils vont encore engranger d'expérience dans quelques semaines, dans quelques jours même à Pékin. Bon écoutez, on les verra peut-être pas nos deux jeunes à Pékin, mais en tout cas ils vont continuer à engranger cette expérience si importante en Coupe du Monde. Allez, on va passer à la planète biathlon du côté de ces messieurs. Les Norvégiens faisaient leur grand retour après l'impasse de Ruhpolding. Johannes Bö semble de retour dans le game et c'est avec ses compatriotes. Ils ont littéralement écrasé le relais de dimanche. Est-ce que cette impasse va être salvatrice pour la fin de saison norvégienne ? Moi, je pense que oui. Je pense que cette étape italienne, c'était un peu une répétition générale avant les Jeux Olympiques et avant la fin de saison et qui a réussi. Ils ont fait une belle étape collective et je pense que l'impasse, alors après je ne sais pas si c'est un impact vraiment physique de faire une impasse ou c'est un impact psychologique ou j'en sais rien, mais en tout, ou les deux, mais en tout cas ils ont l'air en forme. Okay. Jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, l'impasse leur donne raison. Ils ont bien bluffé. Ils ont bien bluffé. On voit les temps de Johannes, les temps de ski, c'est stratosphérique.
Ouais. Ouais, non, sur la mass start, là, après le premier tir, là, on Ouais. discutait avec Romain, il me disait, bon, bah, il va revenir dans le premier tour. J'avais même pas envoyé mon message que déjà, il était revenu, en fait. Il a dû revenir sur les 500 premiers mètres, je pense. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Donc, Ouais, après, il a eu du mal, il a pas raccroché Dole dans son dernier Ouais, tour. je mais pense je pense qu'il a que lâché. justement, Sur la- ils se testent, ils ont envie de faire des gros Sur- runs, des choses comme ça pour voir ce qu'a donné cette impasse. Ils sont, Ouais, je pense. Il a dû voir dans les 500 premiers Il avait mètres qu'il aussi- pouvait pas revenir, puis après il s'est dit bon allez, hein, c'est cuit, je vais pas non plus Ouais. me tuer pour aller chercher la première place. Il avait aussi 2 tours de pénalité de plus Ouais, dans les aussi. jambes. Et puis, ouais, puis Dole, mais je crois Dole, que on c'est le Dole. connaît, hein, c'est un Ouais. finisseur. Hein. Ouais, mais il l'a remercié Dole à la fin de la course. Il lui a dit merci de pas m'avoir pris en chasse. Et il l'a remercié. Ouais. Et donc, mais Johannes a dit il avait tout donné quand même. Hein. Il avait tout donné, mais il avait pas réussi. Ce tour-là aussi, hein, on sent que ça lui a fait du bien hein, sur cette Punaise, là. Ouais. Mm. Bah, tous Ouais, les non, Norvégiens, parce que- hein, de toute façon. Oui, On oui, sent oui, que là, enfin même déjà, on l'oublie un peu, mais sur Oberhof déjà ça allait vite. Hein. Les frères Beu étaient déjà les plus rapides. Les plus rapides, à ouais. ski. La C'est une pause de continuité. Noël Hein. avait. Mm. C'est vrai. C'est vrai que la pause de Noël les avait déjà remis en jambes, plus l'impasse. Hein, donc, on en saura plus dans 2 semaines, un petit peu moins de 2 semaines hein, là-dessus. On parlait des Norvégiens, hein, donc justement la performance, on l'a dit, le relais incroyable, le relais norvégien, mais aussi il y a eu Babikov sur l'individuel et Benedict Doll sur la masse. Quelle est la plus belle victoire de la semaine selon vous? Moi je vais choisir Anton Babikov parce que alors sa place c'était en ballottage pour les JO il me semble. Il était Il réserviste. était même pas sélectionné. Mm. Il était même pas sélectionné, on sait toujours pas ce qui va devenir de lui là pour les JO. Et du coup je pense que l'effet déjà il fait une superbe course hein. Et le fait ça a dû le piquer, tu vois, dans Ouais, ça a dû le piquer. orgueil. Là. Ouais, dans son orgueil et du coup, il a dû dire tiens, allez, je vais aller leur montrer que ils ont peut-être fait une erreur en me prenant pas. Il s'est dit je vais tout donner là-dessus et il fait une course sublime. Et en plus Un 20 sur 20 sur un indiv, hein, Ouais. c'est toujours. puis il gagne pas devant des pitres en plus donc c'est pour moi ouais la plus grosse la course que j'ai le plus retenue sur ces courses hommes, ouais. La plus belle victoire. Ouais, une belle victoire de Babikov, mais aussi de Dole, mais aussi comme tu l'as dit, Emmerich, il a pas gagné devant des pitres Babikov, mais c'est pareil pour Dole, hein, devant un gros Johannes Beu, on aurait pu croire que l'Allemand aurait pu Alors, craquer. c'est qui les pitres pour vous en Coupe du Monde? Dites des noms, on veut des noms. On dira C'est ça. les Jamaïcains. Les Jamaïcains. Voilà, exactement, mais Vas-y, excuse-moi Romain, je t'ai coupé. non, pas de souci. Mais ouais, que Dole ait réussi à résister à Johannes Beu, un grand Johannes Beu sur cette Mastart, mais aussi qui fasse le taf sur le bas de tir. Parce qu'on sait souvent que Dole, ça peut craquer surtout sur les deux bouts. D'ailleurs, sur la poursuite du repolling, c'était pas bien passé face à Quentin Fillon-Maillet, mais là, il a tenu le choc. Et il a sorti vraiment une grosse course. Et voilà, c'est bon pour lui, bon pour le biathlon allemand. Alors peut-être c'est un peu mieux quand même sur le mois de janvier que sur décembre, mais bon, c'est pas non plus fameux pour ce grand pays du biathlon. Donc non, je voulais mettre quand même en avant la performance de Dole aussi, qui est un biathlète très sympathique. Ouais, et puis attention à Dole sur les Jeux Olympiques. Hein, c'est sûr que s'il se retrouve sur les derniers tirs en confrontation directe pour une médaille d'or ou un podium, c'est vraiment le gars qui peut battre n'importe qui sur Oui. ces derniers tours. Donc, Il a des on bonnes surveillera qualités, de près. donc c'est un costaud. Il faudra compter sur lui, hein, même si il fait peut-être pas parmi les grands favoris, mais c'est vrai que ce mois de janvier là, on replace quand même parmi les biathlètes qui peuvent quand même prétendre aux médailles, c'est certain. Les gros outsiders. Voilà, c'est clair, et même peut-être encore un peu mieux, ouais. Pour ma part, la victoire de Dole m'a aussi fait très plaisir. Comme tu dis, c'est un athlète très sympathique. Et ouais, elle faisait plaisir à voir. Et puis le relais norvégien m'a aussi fait plaisir, mais je voulais pas non plus être trop norvégienne. Non plus. Qu'on me Ouais. colle cette étiquette. On te l'aurait reproché. Mais je crois que c'est trop tard. Mais non, les deux. Enfin ouais, c'était des victoires sympas.
Ok, bon, et ce relais a été écrasé par les Norvégiens, hein, c'était l'image marquante de cette course. Il y en a une autre. Au tout début, hein, c'est ce qu'on va appeler un peu l'instant fair play du week-end. Vous l'avez certainement déjà tous vu, entendu, lu. Hein, c'est Anton Smolski qui perd son ski, hein, qui déchausse, hein, tout seul. Hein, j'ai l'impression. Hein. Au début, je pensais que quelqu'un lui avait marché sur le ski, mais il perd sa spatule. Et puis, alors là, incroyable réflexe. Ouais. Hein, c'est qui? C'est le Lituanien, Ouais, hein, Strolia, ouais. c'est ça? Ah ouais, c'est ça, l'artiste, hein, qui arrive à ramasser le ski et lui remet dans les mains. Et puis après, on voit de nouveau Smolski qui recommence à skier tout en mettant son deuxième ski en même temps. Ouais. Non, mais c'est des artistes, ces biathlètes. Ouais, c'est même pas le fait que le geste de fair play qui m'a plus marqué, parce que je suis pas forcément étonné dans le biathlon, même si je trouve ça très très beau et que tout le monde l'aurait pas fait, mais c'est surtout le réflexe, moi, qui m'a quand même surpris, parce que franchement, ça va quand même vite en peloton. Je pense que la plupart sont concentrés sur leur course, et d'avoir le réflexe pour se baisser, prendre le ski, le donner et hop, refaire sa course. Enfin, franchement, chapeau, hein. Note artistique 10 sur 10 là. Hein. Ouais, parce en général, c'est le staff à côté qui a des bâtons ou qui aide les skieurs en difficulté, qui cassent un bâton, même si c'est pas de leur nation. C'est pas si souvent qu'on voit des skieurs en course aider d'autres biathlètes. Donc c'était vraiment chouette à voir. C'est sur la Mastart aussi, on a un peu rigolé avec le coach russe qui a loupé de donner le bâton à celui qui est le biathlète et qui a continué à courir à côté et qui n'arrivait pas à le rattraper. Heureusement, il y a eu la montée qui a un peu fait le biathlète. On a senti le petit moment de solitude. Moi, j'attendais la chute. Voilà, honnêtement, il va finir le nez dans la neige. Non, il n'y a pas eu. Mais voilà, c'est des petits moments sympas du biathlon. En tout cas, hein, le prix du fair play indéniable, hein, pour Smolski, complètement, ouais. sur cette semaine italienne. Strolia. On va clôturer donc le chapitre Coupe du Monde sur cette belle note. La Coupe du Monde qu'on retrouvera dans un petit moment maintenant, on va en parler tout à l'heure. Mais cette semaine, il y avait également les championnats d'Europe junior à Pokljuka, et on peut dire que nos Bleus ont également régalé sur cette semaine. Et Aymeric, eh bien, tu vas nous faire un petit bilan breloque, justement, résultat de cette côté semaine des juniors. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va être long. Il y en a eu des médailles. Hein. Ouais, tant mieux. Du coup, on a commencé avec des individuels. Et ça a commencé de la plus belle des manières, hein, puisqu'on a eu un doublé chez les filles. Donc Camille Coupé qui s'est imposée avec le 20 sur 20 devant Jeanne Richard, elle aussi à 20. Ensuite, le même jour, on a eu des individuels et on a eu presque un doublé. On a Gaëtan Paturel qui termine 3ème à 19 sur 20 et Corentin Jacob qui termine 4ème à 20 sur 20. Ensuite, on a eu des relais mixtes et là, on a encore récupéré des médailles. Laure sur le relais mixte normal avec du coup là, un relais composé de Camille Coupé, Jeanne Richard, Damien Levé et Jacques Jeffries. Le relais mixte simple n'était pas en reste puisqu'ils ont pris la médaille de bronze. Le relais mixte simple donc était composé de Fanny Bertrand et Paul Fontaine. Ensuite, on a eu le droit à des sprints. Chez les hommes, donc c'est la seule course sur laquelle on n'a pas eu de médaille, mais on a quand même 2 Français dans le top 10 avec Paul Fontaine 5ème et Gaëtan Paturel 8ème. Chez les dames, en revanche, on fait encore une médaille, cette fois-ci en argent, avec Chloé Bénet, la petite sœur de Camille, qui était partie même dernière de ce sprint, donc ça s'est joué jusqu'au bout, et elle sort du podium, Jeanne Richard qui termine 4ème donc. Et enfin, pour clôturer, dimanche, on a eu des poursuites. La poursuite d'âme en premier qui a vu donc Jeanne Richard gagner 2 places et venir chercher la médaille d'argent. Et chez les hommes, on finit en beauté avec Paul Fontaine qui va aller chercher la première place et la médaille d'or avec un magnifique 20 sur 20. C'était incroyable, une semaine de dingus. Paul Fontaine et Jeanne Richard, hein, qui ont donc collectionné les breloques, hein, avec un tableau des médailles au final, Aymeric, qu'on aimerait voir aussi à Pékin, hein. Si ça pouvait être le même, on serait très content. Écoute. Ouais, c'est sûr qu'on serait très content, et du coup on ravit la première place à l'Allemagne sur le fil. Ils avaient pris donc cette première place sur la poursuite, sur la poursuite dames et sur la poursuite hommes, du coup on leur est repassé devant avec 3 médailles d'or, 3 d'argent, 2 de bronze, qui fait un total de 8 médailles, devant l'Allemagne qui en avait 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze.
Merci Emeric. Bon Romain, on est content pour nos jeunes après la dure saison qu'ils ont passée l'année dernière, on le rappelle, avec toutes les compétitions annulées. Là, ils ont pu se venger sur ces Europes qui, en quelque sorte, ressemblent un petit peu aussi à des championnats du monde, on peut le dire. Oui, et d'ailleurs l'an dernier aussi, ils avaient pu participer aux mondiaux jeunes et juniors et ils avaient ultra performé aussi, avec quasiment des médailles tous les jours sur toutes les courses. Donc, alors certes, il n'y avait pas les Norvégiens et Suédois cette semaine, mais ça montre quand même le potentiel de ce groupe France chez les jeunes, de ce que ça peut donner à l'avenir. Mais ouais, super semaine, super travail de Simon Fourcade et de Claire Breton qui sont à la tête de cette équipe. Et maintenant, on va les revoir dans quelques semaines, direction les USA à Soldier Hollow pour les mondiaux jeunes et juniors aussi, où on a encore de belles chances de médailles. Quelques-uns d'entre eux ont un peu touché déjà au circuit BU Cup. Ouais, il y a Jeanne Richard, que Emeric a beaucoup parlé, Jacques Jeffries aussi, Paul Fontaine aussi, je crois. Ouais, il y en a quand même quelques-uns qui ont du niveau, et même pour vous dire, Eric Perrault qui est en Coupe du Monde, dans le groupe Coupe du Monde actuellement, pourrait participer à ces mondiaux juniors, ces Europes juniors. Elvira Heuberg aussi est en âge de participer aux juniors. Ouais, oui, internationalement, oui. C'est vrai que, oui, après, il n'y aura pas forcément trop d'intérêt pour Elvira. Après, si elle veut se mettre plus sur les Europes, et enfin, juniors et tout, en fin de saison, on n'est pas contre, ouais, voilà. Non, mais. Et aucun d'entre eux ne montera sur les championnats d'Europe seniors? Non, la sélection a déjà été faite et on ne retrouve pas ces jeunes sur cette sélection pour les Europes à Harbour cette semaine. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot. C'était sur... on avait vu une biathlète ultra dominante la saison dernière à son jeune âge, qu'elle avait seulement 17 ans. C'était Lena Repinch, la Slovène. Et cette année, malheureusement, on a appris qu'elle avait chopé le Covid, donc juste avant ces championnats d'Europe, et malheureusement elle a été un petit peu plus dans le dur du coup sur ces championnats d'Europe. Elle fait pas de médaille malheureusement, donc ouais, c'est juste petite déception. Merci pour cette précision Emeric. Donc ça c'était pour les championnats d'Europe juniors. Les championnats d'Europe seniors, eux, c'est dès mercredi. Notez bien sur votre agenda, ça va débuter mercredi à Harbour en Allemagne. Tiens Emeric, si tu veux nous dévoiler un peu le programme. Eh bien donc, comme tu disais, ça commence mercredi à Harbour, 10h15 individuel homme, 14h celui des dames. Ensuite, on n'a pas de course le jeudi, mais on a le vendredi à 10h30 le sprint homme et 14h le sprint des dames. Le samedi, les poursuites, pour les hommes à 10h30 et à 13h30 pour les dames. Et enfin, le dimanche pour clôturer, le relais mixte à 10h30 et encore à 13h30 le relais mixte simple. Merci Emeric. Est-ce que quelqu'un veut rappeler les compos françaises, les sélections pour ces championnats d'Europe? Ouais, je peux le faire. Alors, chez les dames, donc nous avons Camille Benet, Sophie Chevaux, Caroline Colombo, Gillian Guigona, Lou Jean Monod et Océane Michelon. Et chez les hommes, nous avons Rémi Broutier, Martin Bourgeois-République, Émilien Claude, Théo Guiraud-Poyo, qui d'ailleurs devait participer à ces mondiaux juniors, mais il a eu le Covid, et donc il a finalement une belle montée en grade de ce côté-là. Ouais. C'est intéressant de le voir. Ça fait du bien le Covid. Ouais. Et enfin, nous aurons ensuite Oscar Lombardo et Ambroise Meunier. Donc 7 filles, 7 garçons. Ok. Et est-ce qu'on aura la chance de retrouver notre duo préféré aux commentaires pour ces championnats d'Europe sur Twitch? C'est une possibilité, faut voir. Il faut qu'on s'arrange. On ne sait pas encore. Ce n'est pas encore officiel. On va écouter. C'est pas encore, voilà, c'est pas on n'a pas encore la compo officielle pour notre duo de commentateurs de choc, mais évidemment, si ça se passe ainsi, vous aurez l'annonce sur biathlonlive.com. J'en suis certain. Pour être complet, totalement complet, le SAMS également, Emeric. Oui, donc le week-end prochain, donc à partir de vendredi, il y a les entraînements, il y a le SAMC National Tour donc qui va se passer au Col de Porte en Isère. Donc très précisément, c'est samedi et dimanche, on a place à des individuels courts le samedi et des sprints le dimanche.
Ok, merci. Et pour être totalement complet, hein, on le fait à chaque fois, le programme de la Coupe du Monde, on va pas le détailler, bien évidemment, c'est dans un mois, ça reprendra en mars. Et nos biathlètes se rendront du côté de Kontiolahti en Finlande avec des relais, des sprints, des poursuites. Mais ça sera donc au mois de mars, hein, en février. D'autres réjouissances nous attendent. D'ailleurs, hein, vous l'avez remarqué, chers auditeurs, nous n'avons pas évoqué plus que ça ces Jeux Olympiques. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, Biathlon Live est plus que mobilisé pour ça. Mais ces JO seront l'objet d'un podcast totalement consacré à justement aux différentes compétitions olympiques de biathlon. Et nul doute que dès la semaine prochaine, hein, ce podcast sera en ligne pour vous éclairer sur cette quinzaine olympique, hein, qui nous fait frétiller. Hein. J'aime bien ce mot frétiller. Ouais. Nous l'avons avec grande Prépare bien tes pronos, Damien. Hein. Oui, non, mais moi j'ai dit que j'arrêtais les pronos, que j'étais nul. Ah non, mais tu vas te mouiller aussi, hein. Pas ta raison que tu ne joues mais pas. Bon, le patron veut des pronos, on peut pas aller à l'encontre de son patron, hein, c'est bien connu. Donc je vais peut-être tenter des coups, on sait jamais, comme ça au moins, quitte à me planter, autant le faire en beauté. En beauté, voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on est complet pour cette dernière semaine de biathlon. Merci Romain, merci Aurélie, merci Aymeric pour votre participation. Ouais. On se donne rendez-vous donc très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live qui sera donc consacré aux Jeux Olympiques. On a hâte. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos impressions. Et on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao tout le monde. À plus. Salut. Salut.